Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine dans l'actualité? Je sais pas si tu as remarqué, mais la commission d'enquête qu'il va avoir sur SAQ Click. Il n'y aura pas de commission Non, d'enquête. pas la commission, excuse-moi, là, mais il va avoir enquête. Oui, exact. OK? Mais tous les enquêteurs nommés ont un lien Avec la CAQ. avec la CAQ. Ben oui, mais c'est normal, c'est le parti au pouvoir. Je parlais de ça à Benoît cette semaine, Benoît Dutrisac. Yes. Je fais juste dire où les institutions démocratiques en ce moment, il y a un cynisme incroyable. La population ne croit plus les élus d'aucune façon. C'est pas en nommant. Tu sais, je comprends que quand tu es au pouvoir, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé, jasé. Sauf que là, on n'est pas là. Tu sais, à l'assermentation d'une des personnes comme juge, la ministre qui l'a nommé était là. Tu sais, c'est comme ça si il était à son mariage. Là. La sermentation dans ta vie, là, tu sais, quand tu savais, c'est comme ton mariage. Là. Ah, Ouais. La personne était là. L'autre enquêteur, c'est le beau-frère ou il y a le belle-sœur ou tu sais, de l'ancien président de la SAQ. Ça envoie juste le signal que ça fait pas de bon sens. Ben, écoute, ils vont faire une enquête. On verra le rapport, là, déjà, là, mais on pourrait apprendre des choses. Il pourrait être indépendant, mais comme je le dis souvent, Phil, l'apparence de conflit d'intérêt est aussi pire que le conflit d'intérêt. Exactement. Et c'est effectivement dans ce dossier-là que tout va tout croche et de mal en pis. En même temps, bon, je sais pas s'il y a encore beaucoup de têtes à faire tomber là, dans ce dossier-là. Ben, le président est encore en fonction. Bonardel est encore là. La fille qui a géré le projet, dont je sais pas le nom, a eu une augmentation de salaire et une promotion. Il y avait eu un autre bonhomme là, qui avait été promu. Lui, ça a été défait, ceci dit. Non, mais lui, il n'a même pas eu le temps de rentrer dans son nouveau bureau qui ont dit retourne. Ouais, finalement, retourne dans ton garde-robe. Garde-robe, mais payé 250 000 $. C'est le fun d'être sur le sideline. As-tu vu ça? Les travailleurs du CN qui avaient été mis en lock-out l'été dernier, ils s'étaient fait imposer, les deux parties s'étaient vu imposer l'arbitrage exécutoire par le ministre McKinnon à Ottawa. Ils ont donné ça à un arbitre, un médiateur, qui a pris quand même 8 mois là, pour faire son rapport. T'as vu ça? Il a pris son temps. Il a pris son temps. Ben écoute, on facture. Tranquille, bro. Mais, et donc, la somme de ses écoutes, de son audit, c'est que finalement, là, on est au moment d'enregistrer ça, on est en avril 2025. Le résultat de sa vaste réflexion, c'est que pour 2025-2026, on va donner 3% d'augmentation aux travailleurs. Puis c'est ça, sa recommandation. Ça y a pris 8 mois pour arriver à la conclusion qu'il fallait donner 3% d'augmentation. Pas 8%, ce qui aurait été comme fâchant, pas 2%. Un genre de chiffre un peu poche, sûr qui va insatisfaire fortement les travailleurs. Là. Puis honnêtement, c'est un peu injuste vu l'inflation qu'on a vue dans les derniers cycles, vu les augmentations auxquelles ont droit les travailleurs de la fonction publique de manière générale, les 3%. Et il dans tout ce temps-là, pas foutu de donner le début d'un bout d'avis sur les conditions de travail, sur la santé moi, j'ai juste hâte de sur voir les combien horaires. C'est quand même, je veux dire, moi, je l'ai dit à Mario Dumont plus tôt cette semaine, je veux dire, la prochaine fois qu'ils ont besoin d'un arbitre, ils peuvent me nommer. Moi, je vais faire ça en 48 heures, 3%. Les gars, appelez-moi, tu sais. Mais c'est quand même un peu surprenant. Puis surtout, c'est bon pour 2 ans. Fait que je vais faire un petit pari avec toi. C'est bon jusqu'à 2026. 2026, qu'est-ce qui va se passer? On va retomber en grève, tu sais. C'est comme, dans le fond, pelleter le problème au prochain gouvernement ou à la prochaine personne. Fait que je trouve ça un peu absurde, honnêtement, d'avoir dû attendre autant de temps. C'est à se demander si ça n'a pas été fait juste pour
mets pas trop ça dans la campagne politique fédérale en ce moment. Ouais, là, peut-être. Ça se peut. ça plus tard. Mais tant qu'à ça, il aurait pu attendre dans 2 mois puis faire un vrai rapport. Tu sais, rendu là, on est plus à 2 mois près. Je sais pas si tu as vu le ministre Girard, dans un rare moment de lucidité, qui a déposé un projet de loi pour mieux encadrer les courtiers immobiliers. Ouais, j'en ai parlé aussi. Ça me fait plaisir quand même. Pas toi? Énormément. Ouais. C'était comme dû. Là, mais tu sais, tous les organismes de réglementation, que ce soit l'AMF, l'AMP, il y en a plein. L'AMP, c'est pas... Ils checkent les contrats. Mais ils checkent les contrats quand même. Mais si tu veux qu'ils fassent leur travail... c'est ce que je veux dire. Là. Si tu veux qu'ils fassent leur travail, tous ces organismes-là, il faut leur donner des muscles, il faut leur donner des dents. Puis là, j'ai comme l'impression qu'on a donné des muscles ou des dents à l'OASIC qui va se pouvoir... parce que là, on parle, puis je t'écoutais en plus, à Mario. Ouais, c'est ça. Les amendes sont rendues. Les amendes étaient de 2000 $. Fait que tu vends une maison à 1 million, tu prends 20-30 000, puis tu payes 2000 de pénalité puisque c'était pas correct. Franchement, do it again. Moi, j'en ferais ça à chaque fois. Comme on dit dans mon jargon, c'est un vrai marketing. C'est un vrai marketing. Mais ouais, donc plus dedans. Écoute, il y a quand même ceci, puis c'est une conversation que j'ai souvent avec des gens du milieu. Moi, tu sais, je suis assez proche du milieu de l'immobilier, de la construction et tout ça. Tu sais, l'OACIQ, c'est l'organisme d'autoréglementation. Puis je veux rien leur enlever, ils font un travail, Nadine Lindsay, et Louis Beauchamp qui est un habitué de l'émission. Mais ça reste un organisme d'autoréglementation. Donc, on s'autoréglemente, là, tu comprends? On est entre nous. Puis évidemment, là, ça a beaucoup, beaucoup progressé là, depuis quelques décennies. Mais ça reste que contrairement à un ordre professionnel ou à une entité qui serait externe. C'est pas mieux. Honnêtement, fais une plainte au barreau, c'est un avocat. Là, c'est un avocat qui reçoit ta plainte. Fais une plainte à la fête des médecins. J'adore. C'est un médecin qui, ça s'appelle un syndic. Bref, on va se mettre d'accord sur une chose. Plus de dents, plus de pouvoir. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec était pas contente, ceci dit. Je sais pas si tu as vu. Oui, mais... ils disent qu'ils n'ont pas été consultés. Fair. Mais là-dessus, tu sais, je suis quand même un peu entre l'arbre et l'écorce. Ce sont vos membres. Puis moi, je suis abonné là, aux infolettres, à la nouvelle média de l'OACQ à toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Je reçois des dossiers disciplinaires avec des courtiers reconnus coupables. C'est comme... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais genre des centaines, en tout cas au moins 100 par année. Écoute, il y a 16 000 membres. S'il y a 100 personnes par année qui crossent le système, you have a problem. C'est pas une pomme pourrie de temps en temps. Puis ça, les 100, c'est qu'ils se font pogner, là, tu comprends? C'est ça, mais c'est tout le temps des histoires à bracadabrantes de surenchère. L'autre, cette semaine, dans le Journal du Québec, là, un courtier qui vendait les données, les listes à une compagnie de santé. Tu sais, come on. Là. Ouais. On dirait que... puis une autre affaire qui est intéressante dans le projet de loi, puis on va finir là-dessus, Phil, c'est qu'ils vont... deux choses, puis encore, c'est pas fait, mais avoir des exigences de formation. Moi, tu sais, pendant la pandémie, je m'emmerdais grave. Là. Je t'ai déjà raconté ça? Toi, j'ai fait le collège de l'immobilier. J'ai fait les examens de l'OACQ. J'étais à 250$, puis genre 3 clics d'être courtier. J'ai jamais voulu faire ça, mais j'étais tellement ennuyeux que j'ai fait le process. C'est très facile. Tu sais, je veux dire, je suis un PhD en économie, je connais l'immobilier, mais tu sais, ça m'a pris aucun effort intellectuel de faire ça. Là, en tout cas, je veux dire, à la défense, tu sais, évidemment, donc j'ai de longues études universitaires et tout ça, mais tu comprends que dans ma classe, il y avait des jeunes de 19 ans qui travaillaient chez Tim Hortons, tu sais, avec un secondaire 3. Pour eux, j'étais comme un génie, là, tu comprends? Mais puis c'est comme, je dis ça, c'était une drôle de relation. J'étais clairement le meilleur de la classe, tu sais, comme, mais by a long shot. Et donc, là où je veux en venir, c'est que il y a peut-être trop d'accès à la profession, il y a peut-être trop de courtiers. Donc, déjà, de rehausser les exigences de formation, pour moi, c'est une bonne chose. L'autre affaire, encore une fois, c'est pas fait, mais ça serait de développer une catégorie spécifique de courtiers pour la copropriété. Donc, c'est comme le commercial. Donc, si tu veux vendre des copropriétés, il faut que tu fasses encore plus de formation. Parce que tu sais ce qui s'en vient, Phil, dans les prochaines années, là, les histoires de fonds de prévoyance et tout ça. Là, je suis là-dedans, moi, dans deux dossiers, là, 2 propriétés, là, des 20 000 $ là, qui sortent d'absolument nulle part. Les mondes sont là depuis 30 ans, ils ont cotisé à peu près rien. Le toit tombe, les fenêtres tombent, la maçonnerie tombe, tout tombe, puis ça coûte 4 millions de dollars à réparer. Il n'y a pas une scène dans le fond. Il n'y a pas une scène dans le fond. Puis tout le monde qui était là depuis 30 ans, qui a payé son condo 122 000 $, ça en vaut maintenant 1 million, mais ils n'ont pas 20 000 $. Tu comprends? Ils ont surfé la vague de l'augmentation, mais tant qu'ils ne vendent pas, ils n'ont pas de richesse. Bref, ça va être très intéressant à suivre là, l'évolution de ce dossier-là, de ce projet de loi-là. Comme je l'ai dit, j'ai été très critique du ministre Girard, mais je trouvais que là-dessus,
On va lui donner un pouce en l'air quand même. Après la game de hockey de Québec, là, bravo. Les Habs font les séries éliminatoires. D'ailleurs, j'aimerais quand même le préciser. Parlant de hockey, peut-être qu'on peut aller envoyer les Habs à Québec. Moins cher que de faire venir les Kings de Los Angeles. Écoutez, restez à l'antenne. On a 3 invités très intéressants aujourd'hui. On reçoit le meilleur pizzaiolo au monde. La directrice générale d'un centre de recherche et de transfert de technologie collégiale, le CCTT. Pas le Jacob. Jacob. Et on termine avec un livre, François Perrault, journaliste et communicateur, qui a écrit Sauver Hydro. On va parler, comme vous aimez qu'on en parle, d'énergie au Québec. Merci et restez à l'antenne. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Il est quasiment en train de devenir une rock star. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais bref, Mirko D'Agata est chef exécutif du groupe numéro 900, de la pizzeria numéro 900. Bonjour, Mirko. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben, ça fait grandement plaisir. Donc, commençons là, par les faits. Là. Vous avez remporté un prix pour la meilleure pizza du monde. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est comme ça qu'il l'appelle. Comment? C'est pas rien, là, quand même. Vite comme ça. Vite comme ça, c'est... Ça va? Vous avez été capable de rentrer par la porte? La tête n'est pas trop gonflée oui, pour l'instant? J'ai dû la prier un petit peu. Comment on devient meilleur pizzaiolo du monde, Mirko D'Agata? Avec beaucoup de travail, passion et un peu de chance. Un peu de chance, très bien. Vous êtes italien, Mirko? Oui, est-ce que l'accent... L'accent? Un peu d'accent, un peu le D'Agata aussi qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais oui. Êtes-vous né en Italie? Êtes-vous né ici? Je suis né en Italie, je suis arrivé ici en juin 2012. OK, puis la pizza, c'est un peu dans le sang, si je comprends bien, c'est ça? Oui, j'ai fait ça depuis toujours. J'ai commencé à quasiment 15 ans, un peu moins que 15 ans. Et j'ai toujours fait ça et de la boulangerie. D'accord. Je vais te dire, je suis client, t'es client. Je suis client, oui. Fait à noter, c'est le premier restaurant qui a rentré une boisson que j'adore, qui est Lemon Coco. Oui. Tu sais, vous êtes les premiers des restaurants qui ont. Puis moi, quand j'ai vu ça, là, je fais yes! Avec la pizza, j'adore ça, le mix que ça fait. Mais donc, j'ai l'impression que beaucoup de Québécois sont clients occasionnels chez vous. On connaît bien la marque. La pizza est délicieuse, mais je veux dire, je suis quand même, encore une fois, je répète la question, comment on fait pour faire la meilleure pizza au monde? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la meilleure Tu veux au les monde? secrets ou... Non, mais tu sais, je suis un gros mangeur de pizza. Il y en a beaucoup des bonnes pizzas. Qu'est-ce qui fait que la vôtre, c'est la croûte, c'est la pâte, c'est le flip des mains? Non, mais bien honnêtement, c'est une blague. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Puis en plus, on compétition dans une catégorie où il y a des règles vraiment très strictes. Donc, on ne peut pas vraiment aller faire n'importe quoi. Dans le sens que, je veux dire, on peut utiliser 2 sortes de farine maximum, 0,0 ou 0. On doit avoir une certaine hydratation de la pâte, donc la quantité d'eau qu'on utilise. Donc, tout est très, très calculé. Donc, c'est vraiment une chimie, mettons, entre la qualité de la pâte que tu fais, la bonne température de la pâte, bonne cuisson, quantité correcte des ingrédients, sel dans la sauce. C'est tout un équilibre important qu'il faut essayer de rejoindre. Mais il n'y a pas de secret. Quand je dis un peu de chance, c'est aussi parce que sur 125 compétitionnaires on était dans la napolitaine, ben, c'est sûr que pour les juges, même s'il y en avait 15, même s'ils étaient à l'aveugle, des fois, tu peux avoir la petite chance tu viens de trouver les juges qui, en ce moment-là, il y a une passion extrême pour la napolitaine plutôt que pour une autre pizza, un autre style. C'est toi qui vas avoir... ça se peut, je ne sais pas. Mais moi, ça m'est arrivé de juger des fois. Puis des fois, c'est quand tu commences à juger ton chiffre des juges, mettons, tu te retiens un petit peu. Vers la moitié, tu te laisses aller. Vers la fin, tu te dis, OK, mais je ne peux pas revenir en arrière parce que lui était bon. Donc, c'est ça aussi un peu la chance, probablement. Mais il y a beaucoup de travail derrière. Très bien. Donc, beaucoup de travail depuis que vous avez 15 ans. Là, vous en avez une 30, 22. 32, 33, c'est ça? 40. Ça fait quelques années que vous faites ça. Je suis toujours intrigué parce qu'il y a quelque chose de l'artisanat, là, d'en faire il y a de la science. D'autres diront c'est de l'art, mais disons que puis avec beaucoup de respect, je dis c'est un peu de l'artisanat, c'est-à-dire il faut répéter le mouvement comme n'importe quel métier. Racontez-nous peut-être un peu, là, à 15 ans, on fait une pizza, puis à 40 ans,
meilleur pizzaiolo du monde. Qu'est-ce qu'on apprend, en fait, en 25 ans? Là? Si je vous avais pris des échantillons à 25 puis à 35 ans, qu'est-ce qui évolue dans le temps? C'est comme un pianiste, là, on joue plus doucement sur les notes. Je pense que c'est exactement ça. On apprend à peaufiner les techniques. On apprend à comprendre où on a fait des erreurs. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on n'est jamais contente. Ça, je pense que c'est la passion qui pousse sur ça. Ouais. Donc, on essaie tout le temps d'apporter une petite modification à ce qu'on fait. Et sûrement que l'année prochaine, je vais en faire une autre. Mais je ne peux pas compétitionner l'année prochaine. Pour les prochains 2 ans, je ne peux pas faire la compétition. Mais, parce que vous êtes meilleur au monde? Parce que qui gagne pour les règles de Las Vegas, ils ne peuvent pas compétitionner pour les prochaines 2 ans. D'accord. Donc, peut-être que je vais compétitionner avec quelque chose d'autre. Je vais me lancer, on va voir, mais je vais sûrement coacher mes gars. Mais tu essaies tout le temps d'améliorer, donc tu n'es jamais contente. Mais qu'est-ce qui change? C'est vraiment la perception que tu as du détail. Vraiment les soucis du détail, disait une gérante que j'ai eu, un de mes premiers, dans ma première pizzeria où je travaillais ici au Québec, à Bottega, la pizzeria Bottega. Oui, Mélissa disait tout le temps les soucis du détail, elle avait raison. Petite question, dans tous les ingrédients qu'il peut y avoir dans une pizza, il y en a plusieurs, tout dépendant de la pizza que tu manges. Quel est le plus important? La pâte. Ah oui, moi j'aurais dit le fromage, toi. La pâte. Parce que la pâte, c'est les vaisseaux, c'est les bateaux, c'est la base, c'est ton assiette, c'est ton canevas sur lequel tu vas dessiner. Je savais pas que cette entrevue deviendrait presque poétique. C'est ça. Puis dans le groupe, sans nous donner des chiffres qui pourraient être confidentiels, mais chez Pizza 900, combien de pizzas par semaine? En moyen par resto? À peu près, là, c'est juste pour me donner... Mettons, on pourrait dire entre 900, hein, ça marche. 1000 environ, 900 000 pizzas par semaine. Wow! Plus ou moins. Parlons-en justement de la business. Donc, Pizzeria 900, c'est une chaîne, hein? C'est plusieurs sites. C'est des franchises, c'était un peu ma question. Donc, vous avez des partenaires dans plusieurs des sites à travers le Québec. Tout à fait. Combien de restaurants? On est à 32. OK. Présentement, on a un succursale en Ontario, à Toronto. Félicitations. D'ailleurs, merci. D'ailleurs, ça va, c'est un peu la partie qu'on va aussi développer, l'Ontario, avec mon accent. Mais sinon, on a 2 en France, à Lyon. Ah oui, OK. Et les restes en oui. D'accord. Oui. Et c'est né de quoi? Je sais que vous avez un partenaire, Alexandre Brunel, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Il est malade aujourd'hui. Il était le bienvenu, évidemment, en studio avec nous. Mais racontez-nous un peu l'origine de Pizzeria 900. Comment on se rend de 2 gars qui font de la pizza à 30 quelques restos dans 3 pays? Là, c'est quand même toute une aventure entrepreneuriale. C'est vraiment Alex qui a eu l'idée de faire ça à Montréal. Donc, de créer... Lui, il arrive toujours de la restauration. Il a commencé très jeune aussi. Il a beaucoup travaillé à Saint-Sauveur dans sa jeunesse, pendant les études. Après ça, il y a eu le très connu Pizza Stromboli, que tout le monde connaît, je pense. Et après ça, il a décidé de partir 900 en 2014. Mirko, moi, je n'étais pas dans le cadre à ce moment-là. Je suis arrivé en 2016. OK. Donc, il y avait combien de restaurants à ce moment-là? Il y en avait 4. Moi, déjà, c'était déjà l'idée. Oui, c'était déjà les premiers, c'était sur Bernard. C'était un succès fulgurant, les mots, dans le sens que... C'est un très beau restaurant aussi. C'est très beau. L'établissement. C'est très beau, mais vraiment très petit. Donc, ils ne s'attendaient pas à faire 400 pizzas par jour. Puis je vous assure que faire 400 pizzas à Bernard, c'est pas facile. C'est vraiment petit. Et après ça... Quand on s'est rencontrés, l'idée, c'était purement pour moi d'apporter la tradition napolitaine, les ingrédients, les vraies façons de faire, les vraies recettes. Sans, essayant d'enlever un peu les surplus des, comment je peux dire, nord-américaines pour avoir une pizza les plus traditionnelle et vraie possible, napolitaine. Et de ça, donc, de 4, vous êtes rendu à 32 restaurants. Et évidemment, le chef exécutif, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en cuisine là, à tourner des pâtes. Comment ça fonctionne justement d'ouvrir plusieurs nouveaux établissements, de s'assurer que la qualité de Lyon à Toronto, en passant par je ne sais trop où, là, Québec, Sherbrooke, tout ça, que la qualité est la même, que le service, que l'expérience est la même, c'est quand même tout un travail. C'est tout un travail. On a la chance d'être une super belle équipe. On a des formateurs de cuisine, l'idée par Fio,
qui est notre chef R&D aussi, qui s'occupe des formateurs aussi. Donc, lui, c'est notre formateur senior, si on l'appelle comme ça. Fio, entre autres, je tiens à le dire, il a fait la troisième position dans la pizza nord-américaine, la traditional. Très bien. Puis, c'était sa première fois, donc c'est un exploit incroyable. Et, donc, on s'assure d'être toujours dans les restos. On est 3 formateurs en pizzeria. Même chose pour la salle à manger. On a aussi quelqu'un qui s'occupe vraiment plus des opérateurs, donc au niveau managérial. Et on est dans les restos 5 jours semaine, même 6 jours semaine. Et on essaie vraiment plus de se concentrer sur la formation continuelle. Moi, j'avais un ami, j'ai encore un ami, mais il est pas mort. Non, mais il a vendu sa compagnie, mais il y avait plusieurs restaurants de sushi. Oui. Et il y avait comme... à chaque, il a fait un peu comme vous, là, des franchises, là, puis c'est bien parti. Mais son fun, c'était d'aller incognito dans les autres succursales, puis de commander. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, là, le type en anglais, on dit le mystery shopper? Moi, je pourrais, mais dès que j'ouvre la bouche, tout le monde va reconnaître. Il faudrait que tu déguises. Comme, OK, soit c'est l'italien, OK. On a fait ça avec une compagnie à un moment donné. Il y a des compagnies qui font ça. Oui, oui. OK. Mais d'ailleurs, vous me faites penser, il y a une émission en Europe, je ne sais pas si ici il y en a une aussi, qui fait exactement ça, mais ils sont maquillés. Puis les vrais boss, ils rentrent dans leur succursale. Oui, le PDG, genre de Starbucks. Là, non, mais ça, j'ai vu ça aux États-Unis. 3 milliards de dollars. Je viens de vous donner une idée, peut-être on peut créer ça. C'est bon, on fait ça prochaine émission, les amis. Mais donc, vous le faites à l'occasion. Oui, on y va. Puis vous aviez embauché une compagnie, c'est ça? On l'a fait dans le passé, on le fait plus, mais on tient vraiment beaucoup parce que on aime, oui, on n'aime pas trop la surprise, on aime plus les aider. Moi, j'aime beaucoup plus être un grand frère qu'un policier. Avec tout le respect possible, mais je ne suis pas là pour leur taper sur les doigts, je suis là pour les aider. Donc, si je vais là juste pour faire ça, ils vont pas avoir l'ouverture pour comprendre qu'est-ce qu'on veut transmettre. C'est de l'aide et pas quelqu'un qui s'en vient avec... C'est quoi l'objectif de croissance? C'est d'aller de 32 à 40, 50? 900. Tout tourne autour du chiffre 900. 900 pizzas par semaine. 900, ouais. On n'a pas vraiment une limite, dans le sens qu'on ne sait pas imposer des limites. Il y avait déjà une limite à 25, qui après ça, il est passé à 30, et qui après ça, on est à 32. On va ouvrir le 33e bientôt. On n'a pas de limites. Qu'est-ce qu'on vit? On a envie, c'est vraiment d'aller un peu plus en Ontario, travailler encore un peu plus au Québec, sortir de Montréal, parce que Montréal, on est quand même très présente. Donc, sortir un peu de Montréal avec attention, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il faut aussi faire connaître un peu la tradition de la pizza napolitaine. Il y a des plus petites villes où c'est moins connu. Donc, Montréal est un peu plus facile, un peu plus européenne, mettons. Bon, j'ai 3 questions pour finir. Il faut répondre rapidement. D'où ça vient le numéro 900 qui semble vous obséder, justement? C'est quoi ce chiffre-là? C'est la température de cuisson du four. Parfait. En Fahrenheit. En Fahrenheit. C'est pas c'est... très italien, ça, des Fahrenheit? Non, c'est pas très italien. On voit que vous êtes acculturé à l'Amérique du Nord un petit peu. Deuxième question, il y a eu tout un article sur TVA sur comment manger de la pizza sans se salir les doigts. Je suis un peu déçu que vous n'ayez pas amené d'échantillons. J'aurais dû, mais j'étais en retard. Mais comment on mange de la pizza? Moi, j'ai toujours pensé que pour être snob, il fallait manger avec des ustensiles, mais il semble que... pas nécessairement. Il y a toute façon de le faire. Moi aussi, avec la couteau et la fourchette, c'est tout à fait... C'est acceptable. Oui, absolument. Mais mettons que la façon traditionnelle de la manger pour la pizza napolitaine, c'est de la couper nous-mêmes. Ici, on utilise beaucoup la pré-coupée avant la table. Et après ça, on la plie à libretto. Donc, on peut la plier soit vraiment en deux. Donc, on prend la tranche. Dans le sens de la longueur. Sur le sens de la longueur, puis on met les pouces au milieu du cornicione. Le cornicione, c'est pas les cornichons, mais c'est vraiment la croûte de la pizza. La corniche. La corniche. La corniche de la pointe. La corniche de notre canevas, comme disait tantôt. On la plie à moitié et on la mange comme ça. Ou encore plus, on la plie une fois, une autre fois,
et on plie encore à moitié. Donc là, on a une façon de la manger qui nous empêche de faire tomber même les fromages, donc la fior di latte qu'on utilise, qui des fois il peut être un peu plus liquide. Ouais. C'est comme un calzone. C'est rendu un art, en fait. C'est comme un origami. Oui, c'est ça, exactement. À la fin, ça fait un signe. Dernière question, je m'en voudrais de pas vous la poser, mais je suis un grand fan de pizza hawaïenne, moi, personnellement. Je voulais juste comme avoir un peu une lecture avec tu peux lui dire qu'il est spécial. C'est un débat constant que j'ai avec Richard Martineau, là, qui est dans le camp des Italiens. Là, mais est-ce que ça se soigne, ma maladie, Mirko? En mangeant un bon hawaïen, oui. Ah oui, OK. Donc, vous reconnaissez qu'il y a de la bonne hawaïenne. Ben oui, parce que, regardez, si on fait les choses bien et bien préparées, tout ça peut se mettre sur une pizza. Là, nous, dans les Italiens, moi, on mange la pizza figue et prosciutto. Je le répète souvent. Figue et prosciutto. Ça, c'est tellement On s'entend que les profils Cette de goût... entrevue est un baume sur mon cœur et pour mon âme. Donc, figue et prosciutto, on n'est pas très loin de jambon ananas, n'est-ce pas? Fromage de chèvre un petit peu. Exactement. Ça marche. Je ne vois pas pourquoi un ananas frais, tranché mince, grillé, légèrement, mangé avec un jambon. Fait avec un jambon, ça pourrait pas marcher. On salive tout en studio. Mesdames et messieurs, vous l'aurez entendu ici pour la première fois, venant du meilleur pizzaiolo au monde. La pizza hawaïenne est légitime. Mirko D'Agata, merci beaucoup d'être venu avec nous. C'est un plaisir, j'ai du fun. La prochaine fois, il faut nous emmener des pizzas quand même. Pour nous, comme pour les gens à la maison qui certainement auront envie de visiter l'un de vos 33 restaurants. 30 plus. 30 plus. Ouais, ça change à tous les jours. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On reçoit notre prochain invité. Il s'agit de Chantal Provost, qui est la patronne du Jacob. Yes, je l'ai dit comme il faut. Jacob, qui est un centre collégial de transfert technologique. Salut Chantal. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Première question, peux-tu nous expliquer ce que ça fait Jacob? Ben, Jacob, c'est un centre de recherche qui fait de l'intelligence artificielle. Puis on travaille avec des entreprises pour trouver des modèles IA, des solutions concrètes dans une panoplie de secteurs. Donc, l'IA, c'est transversal, ça s'applique partout. Fait que je peux avoir des compagnies en technologie de santé, je peux avoir des compagnies dans le manufacturier. Ce qu'ils veulent, c'est trouver un modèle IA sur mesure qui correspond à leurs besoins. Donc, c'est de la recherche appliquée qu'on fait. Puis, quand on développe des modèles, on délivre ça chez le client qui va l'implanter dans son infrastructure à lui. Ça appartient à qui? Ça appartient à vous? C'est relié à quoi? Un centre de transfert, ça transfère de la propriété intellectuelle. Donc, ce que garde Jacob, c'est que nos scientifiques en IA, ils développent des modèles algorithmiques. Nous, on garde la paternité du modèle. On a une expertise scientifique, mais quand on envoie le modèle dans l'entreprise reprend ses données, reprend son modèle qui est implanté dans son infrastructure, puis la propriété s'en va à l'entreprise. Je suis intrigué. Pourquoi, puis c'est pas une question piège, pourquoi un chercheur ou un pratique, à la recherche, on est entre la recherche et la pratique, là, si je comprends bien. Pourquoi quelqu'un irait travailler dans un centre comme le vôtre plutôt que directement chez le client? C'est quoi l'intérêt d'être dans un lieu, disons, collégial, universitaire, plutôt que d'être chez un client où on peut faire de la mise en pratique? C'est une très bonne question. Moi, mes chercheurs, on est une douzaine chez Jacob, ils sont hyper motivés par la diversité de problèmes qu'on rencontre, puis on n'est pas dans un domaine d'application. Ce qui fait qu'on a des challenges, des défis qui les sortent un peu de l'ordinaire, puis une grande variété dans ce qu'on peut faire. Vous travaillez ensemble, je pense? Oui, en fait, dans le projet que Illuxi a annoncé, nous, après avoir fait le tour un peu de ce qu'il y avait disponible pour nous aider à bâtir notre propre IA, on a choisi de travailler avec le Jacob. Donc, je suis son client. Avec Jacob. Le Jacob. Avec Jacob. Moi, ça fait... J'ai peut-être pas eu le biais, moi, en fait. J'ai un esprit propre. Nous les avons choisis. Puis, on a bien hâte de commencer ce projet-là qu'on a annoncé. Puis, ma question, c'est, c'est pas toi qu'on interviewe, mais pourquoi une firme, je vais te tourner l'exemple, pourquoi une firme comme celle de Phil choisit de faire affaire avec vous plutôt qu'avec un cabinet conseil privé, avec un centre de recherche universitaire? C'est quoi c'est quoi les avantages ou facteurs distinctifs d'un CCTT dans ce domaine-là? Je pense que c'est la rapidité d'application puis les solutions concrètes qu'on est capable de cadrer un projet en 1 heure ou 2 dans rencontre client puis d'essayer de te dire on va aller au marché, on va t'aider à mener
amener ton innovation assez rapidement. Donc, on est dans de l'appliqué, nous. On est dans le concret. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y avait un match aussi quand on s'est parlé. Puis on propose pas non plus des études pendant 45-50 pages qui vont dire comment le faire, on va le faire. Puis on va accompagner l'entreprise. Puis on travaille avec les gens de la boîte aussi. On les implique sur nos équipes projets, ce qui fait qu'on les monte en compétences. Ça fait que c'est une approche de gestion de projet aussi qui est différente. Tu sais, puis Francis, je peux compléter ce que tu dis, Chantal. Tu sais, nous, on a vraiment fait le tour. Là, puis si tu avais le nombre de firmes qui disent on fait de l'IA, mais ce qu'ils te vendent, c'est une étude. Tu sais, tu t'assois avec eux, on voudrait 25 000 de consultation, on va te faire un document qui va ramasser de la poussière. Nous, ce qu'on voulait, c'est du monde qui allait nous aider à programmer la chose. Puis on a trouvé ça chez Jacob. Fait que, puis, Chantal, vous parliez de compétences, montée en compétences. Tout à l'heure, c'est évidemment une question qui est assez intrigante parce que c'est un univers dans lequel la compétence, elle se développe quasiment chaque jour là, actuellement. C'est pas un domaine établi, on va dire ça comme ça. C'est pas un domaine à maturité. Comment, entre faire des projets pour des clients puis le monde qui est sans cesse en mouvement, comment vous vous assurez que vos 12 chercheurs puis tous ceux qui les soutiennent sont ça coche en bon français? Ouais. Est-ce qu'on veut pas déployer des modèles qui ont 2 ans, là, évidemment? Dans cet univers-là, 2 ans, c'est comme la péremption. Là. Ouais. Exact. Ben, il faut s'assurer de leur dégager du temps pour faire de la recherche puis de se développer. Là. Si on parle de l'IA générative, des modèles de langage, il en sort aux 2-3 mois. Donc, moi, j'ai un chercheur à temps plein qui monte une plateforme puis il faut qu'il se tienne au courant des plus récents modèles. Il faut se dégager du temps, il faut essayer de le faire financer, ces projets-là. On a des fois des subventions un peu qui sont bonbons. Là, on en a une présentement qui nous permet de faire de la R&D à l'interne, de se maintenir à jour. Puis ces gens-là, ces chercheurs-là, est-ce que c'est aussi des enseignants au niveau collégial? Comment ça fonctionne, le rapport avec le cégep lui-même? Oui, là, Jacob, c'est un peu le modèle inverse. D'habitude, on a un deck porteur avec un département de profs qui partent le CCTT. Là, en IA, il n'y avait pas encore de deck porteur. J'y compte bien, mais on n'a pas encore Il ne doit pas en avoir 50 au Québec. Non, mais on a quand même au collège qui est associé là, à Jacob, à Bois-de-Boulogne, une attestation en intelligence artificielle. Donc, on a quand même un bassin d'enseignants qui peuvent contribuer. Puis donc, ceux qui font partie de Jacob, ils sont aussi enseignants ou ça en se majorité, parle, en ce moment, on a des chercheurs là, qui ont des maîtrises ou des doctorats en IA. Ils ne sont pas nécessairement enseignants dans nos programmes, mais ça se parle entre les professeurs d'informatique, par exemple, ou l'équipe de Jacob. Ça se renforce donc mutuellement. Exact. Puis tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est méconnu, les CCTT. Tu sais, quand nous, on est tombé là-dessus, là, puis je ne dirais pas par hasard, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais, tu sais, c'est un monde à part, là, puis c'est vraiment du monde compétent, là, puis, tu sais, je te le dis, là, nous, on a vraiment fait le tour de pas mal toutes les boîtes à Montréal, puis à part de se faire dire qu'on va te faire une étude, mais tu sais, de dire à quelqu'un, hey, c'est ça que tu veux, on le programmerait déjà comme, tu sais, dans les premières rencontres, là, tu fais, wow, tu sais, on a du monde compétent devant nous, mais vous n'êtes pas le seul CCTT. Non. On est 59 au Québec, puis c'est vrai qu'on n'est pas si connu que ça. Ça roule depuis les années 80, les CCTT. 59 dans à peu près tous les domaines d'expertise qu'on peut trouver. Puis on essaie aussi maintenant de s'organiser en escouade pour répondre à des problèmes plus complexes. Ouais. Puis là, on est à peu près une quinzaine de CCTT sur une thématique ou un problème, ce qui fait que quand l'entreprise arrive, ben, je peux dire... moi, je suis en IA, mais j'ai mon collègue ici en foresterie ou en biomédical, ce qui fait qu'on a toute une chaîne d'expertise pour répondre. Y a-t-il encore une fois, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais y a-t-il un facteur prix dans tout ça? Vous êtes subventionné, j'imagine? Ou comment ça fonctionne? En fait, là, je ne veux pas présupposer de rien, mais c'est-tu moins cher? Là? Y a-tu cette carte-là aussi de faire affaire avec un CCTT? Ben, pour le client, oui. On peut aller chercher des fonds de recherche. Okay. C'est ça qui est intéressant. On peut décrocher aussi des crédits d'impôt avec ça pour l'entreprise. Ceci dit, il faut faire le processus de financement. Dans certains cas, on a des clients qui sont allés chercher 60-80% de financement, ce qui est assez intéressant. Sur des gros modèles IA, ça peut coûter cher. On devrait en faire un pour prends pas ça pour du cash, Philippe. On pourrait se pouler une couple de mille à la gang, puis 80% subventionné. Je serais partant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le show? Là? Mais tu sais, je pense que, là, je veux pas faire l'entrevue, mais il ne faut pas juste penser à la subvention puis au crédit d'impôt. Je pense qu'il faut un projet porteur. Puis là, je parle pour n'importe qui vous contacterait. Il faut que l'idée d'affaires fasse du sens.
puis d'être capable d'arriver, Francis, comme n'importe quel projet, on en a tellement parlé, moi et toi, là, de ceux qui quémandent le gouvernement de façon perpétuelle. Faut que tu arrives avec de l'argent sur la table. J'y crois assez pour mettre, en anglais, on dit skin of the game. Le partenaire met toujours de l'argent. Là. Il y a un commitment de l'entreprise, c'est clair. Mais comment tu vois, le futur, là? Il y a une guerre tarifaire. Puis là, au moment où on enregistre l'émission, il n'y a plus de guerre tarifaire. Ça a été suspendu. Mais ça change à tous les jours. Mais c'est quoi le futur de Jacob? C'est de se rendre à 30 chercheurs? Si on rêve, c'est de se rendre à plus de chercheurs. C'est sûr, il n'y a pas assez d'experts en IA au Québec pour répondre à la demande. Il y a plein d'entreprises aussi qu'on laisse de côté parce qu'ils ne sont pas prêts, puis il y a tout un travail en amont en IA à faire. La 4e révolution industrielle, là, c'est sur la donnée. J'ai plein d'entreprises qui arrivent, mais qui ne savent pas où sont leurs données, comment les trier, puis pour faire l'IA après. Donc, moi, je pense qu'il nous manque aussi les étapes en amont pour aider les compagnies à faire ce virage-là. Mais on n'est pas assez d'experts en IA au Québec en ce moment. Là. En tout cas, nous, on est une petite équipe, puis on voit le volume qui va quand même assez vite déborder. J'allais justement poser la question, est-ce que vous démarchez ou c'est le téléphone sonne comme 3 fois plus que vous êtes capable d'en faire? Puis y a-t-il comme une notion de vendre nos services? Là, il y a une notion de développement d'affaires qui est nécessaire aussi parce que c'est important, sinon on perd notre temps avec des compagnies qui pensent faire de l'IA puis c'est pas de l'IA. Des compagnies qui n'ont pas assez les sous pour en faire. Donc oui, on fait du démarchage aussi. Tu es en train de nous dire que notre idée de l'IA... Je suis en train de vous dire qu'on va se rejaser avant. Puis justement, c'est peut-être pour finir, mais il y a plusieurs entrepreneurs ou gens d'affaires qui nous écoutent. Ça ressemble à quoi une entreprise... disons, le minimum viable, tu sais, je sais pas, les requis minimum qu'il faut avoir pour être un projet pertinent pour vous, là, peut-être en termes de volume d'affaires, de nombre d'employés, mais surtout de structuration des données. À quoi ça ressemble votre client là, le plus simple que vous pouvez prendre là, comme on ne regarde pas nécessairement le chiffre d'affaires, on va regarder le projet, puis on va regarder s'il y a des données, puis s'il y a matière à faire de l'IA avec ça. Ça va être ça. Ça peut être de très petites entreprises dans certains cas. Oui, dans certains cas, mais il faut avoir quand même les moyens financiers aussi. Ça c'est mon follow-up. C'est 100 000 200 000 C'est dur à dire. J'aime pas ça comme ça. Faites-vous des projets à 20... Tu parlais de 25 000 tantôt. On peut-tu faire des projets à 25 000 un projet IA sur mesure, ça se trouve pas vraiment 25 000 C'était mon intuition, là, mais c'est ça. Fait qu'il y a quand même un seuil là, à un moment donné. Je veux pas faire peur à personne, mais je veux dire, justement, à la monnaie, il faut pas... when you pay peanuts, you get monkeys. Là, faut pas espérer faire de l'IA pour 20 000 $ à un moment donné. Sinon, on fait des choix. On n'a pas un modèle sur mesure. On fait du plug and play de certaines choses, mais on n'a peut-être pas quelque chose qui est fait à partir de nos données complètement. Puis ça, c'est moins intéressant aussi pour vous d'une perspective recherche. Oui, puis c'est moins intéressant, je pense, à long terme pour l'entreprise. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est, puis je vais parler de nous, là, ils ont été capables de moduler. Nous, on a comme des étapes à réaliser. Puis tu sais, mais on va quand même, je ne suis pas gêné d'en parler parce qu'on en a parlé dans un communiqué de presse, mais nous, on va dépenser avec le Jacob entre $500,000 et $250,000. C'est entre $250,000 et $500,000. C'est quand même des gros sous, mais fait en étapes avec lequel le Jacob va livrer des étapes. Pour une entreprise privée comme la nôtre, c'est structurant, ça. Puis c'est moins peurant que on se lance dans un projet, là. Il y a des étapes. Je pense que... Puis moi, je l'ai dit à LCN, mais moi, je connaissais pas ça. Moi, j'invite toutes les entreprises, organisations publiques, parapubliques, tournez-vous vers le réseau collégial. On a trop de tendance rapide à aller vers le réseau universitaire, pour plein de raisons. Mais quand tu apprends que il y a du monde dans le réseau collégial puis du monde compétent, ben go, là. Hey, je peux-tu me permettre une dernière question? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir DG de Jacob? Êtes-vous comme une sommité dans l'intelligence artificielle? Non, puis j'ai pas cette présence-là. On l'a du tout. C'est quoi le profil type? Parce que vous dites qu'il y en a 59 au Québec? Il y a des profils assez variés. Okay. Moi, en fait, ça fait plusieurs années là, que je suis à la direction dans le milieu de l'éducation, mais j'ai toujours été en gestion de la recherche. Donc, moi, j'ai monté un CCTT d'un autre collège. J'ai été sur des CA de CCTT. Donc, je suis dans l'écosystème de la recherche avant tout. J'ai pas la prétention. C'est pas moi qui code, là, chez Jacob. Fait que Philippe, je te rassure, ça va marcher tes affaires, mais c'est pas moi qui le fais.
Chantal Provost, merci beaucoup d'être venue avec nous en studio. C'était très le fun. Merci. Merci. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Si vous suivez l'actualité ou si vous êtes abonné à notre émission, vous savez qu'on est évidemment passionné par tout ce qui touche aux questions énergétiques et ça tombe bien. Il y a un nouvel ouvrage, un essai pourrait-on dire, Sauver Hydro, notre avenir énergétique en jeu qui vient de paraître il y a quelques jours à peine. François Perrault, professionnel de la communication et auteur du fameux ouvrage, est avec nous pour en parler. Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, ça fait grandement plaisir. Dites-moi, l'histoire de l'énergie au Québec, on la connaît, mais pourquoi, ou enfin, peut-être pas très bien, mais pourquoi justement avoir voulu écrire ce livre aujourd'hui, maintenant, en 2025? Bon, ce livre d'abord se veut un appel à la mobilisation. C'est vraiment un appel à l'endroit du plus grand nombre de Québécois possible pour qu'on s'y intéresse à ce sujet et qu'on veuille s'en mêler. Parce qu'il est à risque, ce patrimoine énergétique qu'est Hydro-Québec aujourd'hui. Ça a pris des générations de Québécois pour en arriver à ce bijou d'expertise en hydroélectricité. Et on sait que malgré l'ingérence, toute l'influence que les gouvernements successifs ont démontré pour diriger, influencer et dicter des décisions de développement et des décisions économiques relatives à Hydro-Québec, ça ne s'est jamais arrêté. Mais cette fois, avec le gouvernement de la CAQ et ce que j'appellerais le régime de l'ex-ministre Fitzgibbons, c'est ce qui m'a vraiment interpellé ici. Je m'explique. Oui, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'en particulier est l'urgence là versus, vous le dites là, quand même, tous les gouvernements ont d'une façon ou d'une autre cherché à intervenir. Qu'est-ce qui est particulier de ce nouveau régime que vous observez? Alors, d'une part, dans deux lois, c'est-à-dire une loi et un projet de loi. La loi 2, en 2022, le ministre Fitzgibbons l'a fait adopter. C'est une loi qui est sans précédent parce qu'un ministre responsable de l'énergie se voit donner la décision finale ultime de l'octroi des blocs d'électricité et des tarifs d'électricité à des industries, au secteur des grandes industries et des grandes entreprises. Et ça, c'était vraiment le premier pas. On ne pouvait pas deviner l'ampleur de ce geste-là jusqu'au moment où on insiste sur des délais de la transition énergétique et du virage vert. Il faut vous dire que dans le premier mandat de la CAQ, il n'était jamais question de virage vert, il n'était jamais question de décarbonation du Québec. C'est sous la pression des Québécois que finalement la CAQ a mis ça dans sa plateforme électorale et en a fait une priorité en disant nous allons, puisqu'il faut faire une transition énergétique, en faire aussi un plan d'affaires. Mais c'est pas un plan d'affaires qui est nécessaire pour l'énergie au Québec. La preuve, on fera pas l'histoire avec la filière batterie, mais ce gouvernement-là s'est lancé obstinément, sans préparation, sans analyse, à des développements, à faire venir de grandes industries ici, énergivores, alors que pendant ce temps, on savait à l'interne d'Hydro-Québec que les surplus commençaient à disparaître, les surplus d'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'exportation, parce que la demande est croissante et que les coûts de production en électricité augmentent aussi. Alors, malgré tout ça, le gouvernement s'est lancé dans Northvolt, s'est lancé dans Lyon, a fait venir une kyrielle de grandes industries attirées par les tarifs que leur offrait les blocs d'électricité que leur offrait de façon unilatérale le ministre Fitzgibbons. Résultat, on le connaît maintenant, des déboires financiers considérables, des pertes financières considérables, et tout à coup, voyant qu'il faut vraiment procéder à la transition énergétique, le gouvernement dit, on va lancer des projets de gros œuvres. On va doubler Hydro-Québec. Doubler Hydro-Québec d'ici 2035 en vue de décarboner le Québec en 2050, selon des experts, c'est pas moi qui le dis, selon des experts universitaires qui ont fait des rapports là-dessus, il en coûterait 180 milliards de dollars. C'est le chiffre qui a été avancé, oui, effectivement. Oui. Alors, ce chiffre-là, qui est assez considérable, oui, entraîne nécessairement qu'il y aura inévitablement des augmentations de tarifs.
parce que le coût de production va augmenter. On peut construire, mais il faut augmenter les coûts de production. Donc, on va se retrouver avec des augmentations de tarifs, avec un développement d'infrastructures. Oui, on a des cibles, mais vous pensez bien qu'on ne peut pas prendre des ouvriers du bois d'œuvre pour en faire demain matin des bâtisseurs de barrages. On est d'accord. Ça se fait pas comme ça. Ça prend quelques temps, quelques années. Ouais. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est les blocs d'électricité qui ont été promis. Tu sais, vous avez parlé de Nordvolt. Le bloc d'électricité à ce jour est toujours produit à Nordvolt. On est-tu d'accord que ça se fera pas, ce projet-là, là? Puis ça nuit à des industries québécoises là, qui n'ont pas le bloc d'énergie en question. Vous avez tellement raison qu'il y a des industries que je sais qui ont fait des représentations récemment pour dire, écoutez, ces blocs-là de Nordvolt, on en a besoin, nous. Commençons par décarboner nos activités. À nous? Si on veut atteindre à nous, si on veut atteindre nos objectifs. Pour l'instant, c'est lettre morte. On ne sait pas, vous avez raison, on ne sait pas ce qui arrive à ces blocs-là. Une autre chose où je vous rejoins, pour pas vous rentrer dans ma vie personnelle, mais mon père a été sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec à la demande de Robert Bourassa dans les années 90. Et c'était clairement une commande de M. Bourassa d'avoir quelqu'un de son entourage pour aller écouter ce qui se dit au conseil d'administration. Carrément, là. C'était clair, là. Tu sais, oui. Mon père, qui était ancien chef de cabinet du premier ministre Bourassa, tu sais, qui était son homme fort, se ramasse sur le board d'Hydro. Tu sais, il y avait rien à se cacher, là. C'était clair que mon père était là à l'époque pour essayer de manœuvrer le conseil d'administration, là. Tu sais, mais ça s'est toujours su. Mais je vais vous dire, par contre, je vais vous relancer avec un autre fait. Dans toute la vie d'Hydro-Québec, à part deux intérims, jamais un directeur général d'Hydro-Québec n'est venu de l'interne. C'est-à-dire qu'on a développé de l'expertise. Il y a des gens qui ont fait leur carrière chez Hydro-Québec, qui ont grandi là, qui connaissent tous les rouages de cette industrie-là, mais on n'en a jamais trouvé assez bon pour être directeur général d'Hydro. On est allé les chercher ailleurs. Ça indique beaucoup. Mais je me demande qui a été les deux. Parce que je connais bien l'histoire. C'est qui les... Est-ce que vous savez les noms? Je ne les ai pas su. Ils sont dans le livre. Mais c'est un fait. Ça a été, on parle d'intérim de même pas 2 ans. Non, mais c'est pour ça, parce que, à mon sens, la nomination du président d'Hydro-Québec ou de la présidente d'Hydro-Québec, c'est toujours une nomination politique. Ben oui. Oui, mais on aurait peut-être, là, je ne veux pas parler à leur place, mais on aurait peut-être pu, tout en choisissant quelqu'un qui nous est sympathique politiquement, prendre quelqu'un qui connaissait vraiment Hydro-Québec, ses rouages, son fonctionnement, et qui aurait pu apporter l'épaule à la roue. Je vais vous dire une autre chose aussi. Moi, j'ai rencontré des experts de l'extérieur, des analystes, des professionnels du domaine. Il y a, chez Hydro-Québec, je vous donne un chiffre comme ça, à peu près 5000 professionnels, spécialistes de toutes sortes de domaines qui se mêlent de la préparation des évaluations, des projections, des recommandations. On n'entend jamais parler, ces gens-là. On n'a jamais vu les rapports ou des résumés qui auraient pu être rendus publics sur les recommandations favorisées. On n'a jamais eu ça. Ça n'existe pas. Ces gens-là travaillent dans l'ombre et évidemment, il n'y a personne pour le prouver, moi le premier, mais il y a fort à parier qu'il y a bien de leurs recommandations qui sont tombées caduques. Puis c'est une école extraordinaire là, pour un paquet d'ingénieurs, de gestionnaires qui ont passé à travers Hydro-Québec. C'est reconnu là, depuis 30 ans. Si tu as été chez Hydro, tu as fait partie de la grande école des institutions québécoises. Absolument. Et je vais vous dire, je vais ajouter une autre chose qui était connexe à ce qu'on est en train de discuter. En 2018, lorsque M. Legault a pris le pouvoir, on lui a demandé, un journaliste lui a demandé, mais y aurait-il lieu de réouvrir le contrat de Churchill Falls? J'ai appris, à force d'avoir des rencontres, que pendant 15 ans, 20 ans, on a inculqué aux gens d'Hydro
faites tout pour qu'on n'ait jamais à réouvrir ce contrat-là parce qu'il est trop payant. Okay? En l'espace de 2 ans, quand les surplus ont commencé à fondre, ben là, tout à coup, M. Legault a dit il faut doubler Hydro-Québec, alors on va réouvrir le dossier Churchill Falls avec deux nouvelles centrales là-bas. L'augmentation du coût d'électricité, parce qu'Hydro-Québec va payer pour l'électricité qu'elle va utiliser venant de là, va coûter pour la durée de ce nouveau contrat 24 milliards de dollars. Ça, personne n'en parle, mais ça rentre dans on va appeler ça les frais accessoires d'avoir réouvert ce contrat-là. Mais d'un autre côté, à cause de la négligence de ne pas avoir investi dans Hydro-Québec correctement et dans son réseau, il faut trouver de l'électricité quelque part. La même avidité, la même fixation de se lancer dans l'éolien, puis le solaire, et d'y aller à la vitesse grand V, c'est aussi à cause de cela. C'est que pendant des années, on n'a pas tenu compte des commentaires des experts qui disaient « Attention, les surplus, c'est pas là pour toujours. » Et tout le monde a sous-évalué l'effet du réchauffement climatique sur les surplus, mais il y a aussi la croissance de la consommation. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenue de nouvelles industries énergivores. Vous savez, c'est un dossier qui est tellement fragile, crucial pour notre génération, mais surtout pour les générations à venir et pour l'état de la planète, qu'on ne peut pas laisser ça entre strictement les mains des élus. Il faudrait que le débat devienne plus démocratique, qu'il soit ouvert au plus grand nombre de gens possible, intéressés à y apprendre quelque chose ou à faire des recommandations ou à signaler. Il faut des parties prenantes de notre société. Ça peut pas être seulement quelques individus, aussi bien intentionnés soient-ils, parce qu'ils sont élus, de prendre des décisions tout seuls. J'aimerais quand même peut-être vous entendre là-dessus, justement. Bon, les politiciens font des politicailleries peut-être, mais sur beaucoup de ces dimensions, là, notamment l'augmentation de la capacité, là, si on la nomme comme ça, il semble quand même y avoir une carte à jouer, là, qu'elle soit hydroélectrique ou de d'autres sources. Le Québec est dans une position enviable, autant pour ses ressources hydriques qu'éoliennes que solaires. Et il y a peut-être un intérêt à, je sais pas comment dire, mais à être un peu en avant de la parade. Bien sûr, c'est très coûteux aujourd'hui, mais c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. On sera ravis dans 20 ans d'avoir commencé l'éolien plutôt que tard. Mais j'aimerais un peu vous entendre, en fait, finalement, quelle est la vision alternative là, à tout ça? Je comprends la dimension démocratique, mais si on s'en tient vraiment à la dimension énergétique, M. Perrault, comment vous dessineriez, vous, en fait, l'avenir d'Hydro-Québec en tant que société qui... Je suis loin d'être un expert. Non, mais vous avez certainement une vague idée. Ce serait une croissance plus modérée. La première chose, c'est parce qu'on fait les choses à l'envers. Vous savez, je vais faire d'abord une comparaison, comme toutes les comparaisons qui va être grossière. Je vais comparer le dossier d'Hydro-Québec, comme on aurait dû s'en occuper, à la situation des aqueducs, des égouts, des voies d'eau dans le sous-sol de Montréal. C'est jamais populaire de dire, oh, cette année, on va prendre tant de millions pour refaire les égouts et les collecteurs. Et puis, on l'a tellement pas fait pendant 100 ans que des geysers apparaissent, puis des fuites, puis bon. Alors, Hydro, c'est un peu la même chose. C'est que on aurait pu, tout au long, investir dans l'amélioration du réseau, investir dans le perfectionnement des turbines, toutes des choses qui, aujourd'hui même, auraient apporté sûrement une sécurité supplémentaire pour la production de notre électricité. Et ça n'a pas été fait. Et ça, je lis de bonne source, ça n'a pas été fait comme ça aurait dû l'être. Ça, c'est une chose qui n'était pas des nouveaux barrages. Hydro-Québec on en est vraiment dans... avait une reconnaissance internationale sur son savoir. Qu'elle a toujours, là, je veux pas... Ne soyons pas alarmistes non plus, non, elle a toujours. Non, mais moi, je dis qu'elle l'a toujours. La preuve, c'est que je veux la protéger. C'est que
on a quelque chose qui est unique, c'est un patrimoine, puis il n'est pas question de laisser, de nous faire déposséder de ce patrimoine petit à petit avec des lois puis des mesures. Je vais vous donner un autre exemple qui en dit très long sur ce gouvernement. On vient d'amorcer. Alors, le projet de loi 69 est à l'étude à Québec depuis longtemps, oui, c'est ça. Bon, il me semble que c'est la 3e étude, là, mais bon, ça avance. Voilà. Alors là, savez-vous que depuis 3 semaines, on a entamé ce qu'on appelle le programme de gestion de nos énergies. Le PG. C'est Oui, alors, savez-vous qu'on aurait peut-être dû commencer par là avant le projet de loi 69? Non, mais on est des spécialistes au Québec de faire les choses à l'envers. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Cette responsabilité d'arriver avec des propositions d'un projet de gestion, d'un guide de nos énergies, devrait avoir été confié à Hydro-Québec. Ouais. C'est d'abord là que ça aurait dû commencer. C'est le monde à l'envers. Alors, tout ce qui se passe présentement dans les décisions relatives à un plan, un programme, ainsi de suite, Hydro-Québec n'est que, on va appeler ça du petit personnel là-dedans, là, parce que les décisions Très juste. En tout cas, merci pour ces éclaircissements, pour cette lumière sur ce qui se passe et ce qui pourra ou pourrait se passer autour d'Hydro-Québec et de l'énergie québécoise. Je rappelle que le livre s'appelle « Sauver Hydro, notre avenir énergétique en jeu ». François Perrault, merci beaucoup d'avoir été disponible dans toutes les bonnes librairies. Je l'ai vu là, live. Je vais me le commander, mais je vais me permettre d'appeler M. Perrault parce que je voudrais une petite copie dédicacée. Je vais payer mon livre, mais je veux une copie dédicacée. Merci à vous, Moi, M. ça Perrault. me fait plaisir de vous revoir pour ça si vous le lisez, parce que je le répète, le but de ça, c'est de mobiliser des gens d'influence. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Merci d'avoir été à l'écoute. Phil, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'émission d'aujourd'hui? Regarde, je pense que la discussion que j'ai le plus appréciée, j'ai tout apprécié, Jacob, Pizza Innocent, mais Sauvons Hydro-Québec. Je pense que on est rendu comme nation québécoise à se poser des questions sérieuses sur comment qu'on laisse le politique s'ingérer autant. Ça fait 40 ans qu'on le laisse s'ingérer. Oui, mais regarde aussi, le réseau est en train de tomber. Il n'y a pas une semaine même au gros soleil, il y a des pannes d'électricité. Oui, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais un peu en désaccord. Le Québec reste quand même un exemple mondial d'excellence en matière d'énergie. Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, évidemment, je ne peux pas passer sous silence qu'aujourd'hui, à cette émission, devant vous tous et toutes, nous avons légitimé la pizza hawaïenne. Je veux dire, il y a comme un avant et un après l'émission d'aujourd'hui. Avec un Italien. Dans ta face, Richard Martineau, là, sérieusement, si tu veux une démonstration plus patente que ça, le meilleur pizzaiolo au monde m'a donné raison. Bref, merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Faites nous écrire studio@cube.radio. Trouvez Philippe sur LinkedIn et moi partout ailleurs. Sur l'ensemble des plateformes. Et à la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.